Martinez de Pasquali apparaît comme un météore à l'intérieur de la vie initiatique, spirituelle et maçonnique du XVIIIe siècle. Météore, pourquoi? Parce qu'une part tout à fait considérable de sa vie, c'est-à-dire la première partie, nous est totalement inconnue. Certains diront, à l'exemple du Christ, il y a une partie qui relève de la vie cachée. Ce n'est pas si faux si l'on pense les conditions dans lesquelles il va quitter ce monde et sur lesquelles nous reviendrons peu après. D'après les quelques documents que l'on possède, selon les informations qu'il a données au moment où il a fallu qu'il se marie, qu'il fasse donc acte de catholicité, puisqu'au XVIIIe siècle, on se mariait en prouvant l'authenticité de son rapport à la foi catholique. Il s'est marié en 1767. Il se dit né à Grenoble, ou en tout cas baptisé à Grenoble, en 1710, date hypothétique. Pourquoi? Parce que toutes les recherches qui ont été faites dans les registres paroissiaux de Grenoble, périphérie et alentours, toutes ces recherches reviennent stériles. Il n'y a nulle trace d'un quelconque enfant baptisé, soit sous le nom Jean-Joachim Martinez de Pasquali, de la Tour de la Cave, enfin tous les pseudonymes qu'il a pu utiliser. Nous ne pouvons donc rien affirmer de certain concernant Martinez de Pasquali et sa naissance. La seule chose qu'on peut dire, c'est que il va se manifester dans sa vie publique à partir des années 1753 à Montpellier, où pour la première fois, on le voit en loge, commençant à vanter les mérites d'un système qu'il présente à l'époque comme un système de haut grade, c'est-à-dire au-delà de la maîtrise, l'entourant d'ailleurs d'une réputation sulfureuse, puisqu'il dit être en mesure, par son système, de pouvoir éclairer certains mystères, guérir certaines affections, promettant, peut-être de manière excessive, des capacités à résoudre des conflits, des procès, etc., etc. D'où les déconvenus, puisque certains vont le croire sur parole dans ces différentes loges, et lui en vouloir avec une certaine hostilité, parcourant Montpellier, déjà cité, Avignon, Toulouse, jusqu'à ce qu'il se fixe à Bordeaux. Et dans chacun de ces endroits, dans les loges où il se trouve, on retrouve le même phénomène qui se produit, attirant néanmoins autour de lui un certain nombre de disciples, de maçons, qui repèrent et sentent chez Pasquali quelque chose de sérieux, de solide, d'autant plus que il les reçoit dans ce qui s'appelle pas encore l'ordre des chevaliers maçons et Lucoen de l'univers,
Chevalier Kohanim, Ordre de Josué, divers noms. Et parmi ses premiers disciples se trouvent souvent des militaires. Le capitaine de Grainville, c'est d'ailleurs ce qui va faire que Louis-Claude de Saint-Martin va se retrouver auprès de Martinez de Pasqually, puisque Saint-Martin, ayant une vocation contrariée dans le droit, à titre d'avocat, pour une raison bien simple, c'est que après avoir reçu à Tours son diplôme, où il dit qu'il a pleuré tout son chapeau au moment où il a prêté serment, lorsqu'il a fallu exercer la profession d'avocat, il s'est dit, et il a compris, je ne pourrai jamais plaider une cause en sachant qu'elle est injuste ou qu'elle est fausse. Or, un avocat, sa fonction, c'est pas de savoir si la cause qu'il plaide est vraie ou fausse, c'est de la plaider. Impossible pour Louis-Claude de Saint-Martin qui, du coup, par le biais de son parrain et protecteur, intègre l'armée et se retrouve dans une garnison, un régiment de foi infanterie, où le capitaine n'est autre que le capitaine de Grainville, qui est un disciple de Martinez de Pasqually. Et c'est comme ça que, par Grainville, lorsque le foi infanterie ira s'établir à Bordeaux, va être mis en contact avec Martinez de Pasqually et va remplacer le premier secrétaire officiel de Martinez de Pasqually, l'abbé Fournier, en devenant la plume, et certains disent, je ne suis pas loin de le penser non plus, un peu aussi la pensée de son premier maître, qui lui permet de codifier, structurer le fameux traité sur la réintégration des êtres, qui est en fait pris à la dictée de Martinez par Louis-Claude de Saint-Martin. Revenons à Martinez de Pasqually à cette période. Martinez de Pasqually propose un système en 10 grades où on recevait en 3 grades remis en une fois, un profane, apprenti, compagnon, maître, ce qu'on appelait les grades symboliques. Lors de cette réception, on lui délivrait un discours, outre la cérémonie qui lui faisait revivre la prévarication d'Adam, c'est-à-dire l'acte par lequel Adam a rompu le contrat qui le liait au Créateur. Il y a une intégration active du candidat dans un acte qui le relie à l'Adam primitif et qui fait de lui un participant de la faute commise par Adam en Éden et qui lui fait pourquoi Adam a été déchu et incorporé dans une forme de matière en sanction de sa faute et de sa prévarication. Dans un déluge de feu, de flammes, de fumée, de bruit, quelque chose de relativement saisissant, entouré de tissus de différentes couleurs qu'on va retrouver en martinisme, le rouge, le noir, le blanc, avec des tracés, des bougies portées sur les circonférences. Il y a là quelque chose de tout à fait stupéfiant. Et on délivre un discours sur la signification de la prévarication adamique, la nature de l'univers créé, qui l'a créé, non pas Dieu directement, mais les anges, les esprits septénaires inférieurs, qui se sont livrés sur ordre du Créateur à la constitution de l'univers matériel, dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui, d'où l'explication, puisque les septénaires, les esprits septénaires se sont fait aider des esprits ternaires pour la constitution du monde,
du fait qu'il n'y ait pas 4 éléments, et 3, ce qu'on retrouve au régime écossais rectifié, eau, terre, feu, mais l'air n'y est pas. Parce que ce n'est pas un élément, selon la doctrine martinésienne. De même qu'il n'y a que 3 points cardinaux chez les élus Cohen, comme au régime écossais rectifié. Je m'arrête pour ne pas aller trop loin sur les explications symboliques. Mais néanmoins, c'est là où on voit d'ailleurs que l'héritage de Martinez de Pasquali, aujourd'hui, se trouve au régime écossais rectifié. Dans les valeurs du nombre des batteries. Les batteries, c'est les coups de maillet que l'on donne sur les tables. Les couleurs, les discours, les explications et la doctrine interne du régime écossais rectifié, tout ça vient de Martinez de Pasquali. Mais la question qu'il faut se poser, d'où Martinez de Pasquali a tiré tout ça? On a retrouvé la patente suartiste du père de Martinez de Pasquali, qui a été examinée avec attention par Michel Naon et André Kervella, dont il faut louer ici le travail fait sur la patente stuartiste de Martinez de Pasquali. On y découvre des choses tout à fait extraordinaires, que je ne dévoilerai pas, conseillant de se retourner vers les ouvrages de nos amis. Mais, néanmoins, il semble évident, et plusieurs chercheurs vont dans ce sens, que Martinez a eu une vie de garnison dans cette période dite de la vie cachée, où il a circulé, parce qu'on repère un peu les régiments, Christian Mersenne, dans la revue de la Société Martinez de Pasquali, a identifié les régiments dans lesquels a circulé Martinez de Pasquali. On voit qu'il a traversé l'Espagne, on le trouve en Corse, on le voit en Italie, du côté de Gênes. Villermoz nous apprend qu'il parlait français avec un fort accent étranger, ce qui fait qu'on le dit portugais, qu'on le dit espagnol, mais il se peut très bien que ce soit un Français qui ait vécu aussi dans ces zones géographiques. Bon, en tout cas, il a un patronyme qui sonne plutôt hispanisant, Martinez. On n'a pas de certitude sur ces questions. Cependant, lorsqu'on examine la doctrine de Martinez de Pasquali, les cérémonies qu'il a proposées à ses disciples, voire même les lectures dont il invitait ses émules, comme il disait, à travailler et approfondir, on sent qu'il y a 3 grandes sources probantes. Je dis probantes parce que on est dans le domaine où la recherche est encore ouverte. Donc il y a 3 sources probantes. La première source relève de ce que l'on peut considérer comme étant un héritage de gnose judéo-chrétienne issue des courants el-kassaïstes qui proposaient des thèses suffisamment originales pour que on puisse en repérer la trace dans l'enseignement de Martinez de Pasquali. Deuxième source à peu près probante, c'est l'influence de la cabale chrétienne de la Renaissance, qui là, pour le coup, ne fait aucun doute. Martinez a puisé
à large brassée chez Cornelius Agrippa, chez Pietro d'Abano, chez Tycho Brahe, etc. Il est évident, d'autant plus que lui-même en propose la lecture, qu'il est allé dans l'enchiridion du pape Léon III, qu'il est allé chez Pietro d'Abano, qu'il est allé dans la magie divine et la magie opérative de Cornelius Agrippa, éléments à partir desquels il a fabriqué les rituels théurgiques proposés à ses adeptes, avec des points de correspondance qui sont relativement évidents. Quand on prend des passages en copier-coller de l'Heptaméron de Pietro d'Abano, avec les passages des prières proposées à ses adeptes par Martinez de Pasquali, c'est identique. L'attention aux lunes descendantes et aux lunes montantes, les indications sur les résines à utiliser dans le cadre des fumigations des cérémonies élucoènes, dans lesquelles on va retrouver de la belladone, du clou de girofle. Il est clair que le contact avec les entités divines, voir la chose, ne pouvait qu'être favorisé dans ces conditions. La troisième source, qui est celle de Martinez de Pasquali, c'est une source religieuse, parce que il est clair que Martinez de Pasquali fait lire des prières. Martinez de Pasquali véhicule des thèses que l'on retrouve chez Origène. Ça, c'est la grande clé herméneutique de la pensée de Martinez de Pasquali. Et c'est ce que dit Mestre dans les soirées de Saint-Pétersbourg, la 11e des soirées de Saint-Pétersbourg. J'ai connu à Lyon une société d'initiés qui portait même des noms de prêtres. Le nom hébreu de Cohen. Et il décrit ce qui se passait. Il va rajouter d'ailleurs que dans cette société, il y a eu beaucoup de choses, dont certaines qu'il veut oublier, mais en tout cas, il rajoute ceci: considérer la franc-maçonnerie comme une sorte de loge bleue, appelée à des connaissances d'un ordre supérieur, visant à enrichir le credo de quelques vérités. Et donc, Martinez, clairement, en plaçant la prévarication des anges et l'émanation de ces anges, des esprits, avant la décision par Dieu de créer le monde, fait de la création du monde une conséquence de la prévarication, et non pas un acte libre et gratuit de Dieu. C'est ce qu'on appelle un principe de nécessité. Et fait de la création la conséquence d'un drame, d'une tragédie s'étant déroulée dans l'immensité divine, à l'intérieur de la cour divine. Donc on renverse la chronologie du premier chapitre de la Genèse, où il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Au commencement. Non, pour Martinez, ce commencement a été précédé
de la prévarication des anges. Une prévarication qui, de par son côté bouleversant, va obliger, forcer et contraindre le Créateur à donner ordre aux esprits qui lui sont restés fidèles d'édifier le monde. Une édification à laquelle il ne va pas participer. On est clairement dans des éléments qui relèvent soit des thèses de la gnose de Valentin, dans les premiers siècles de notre ère, soit des thèses d'Origène qui expliquent que les âmes ayant péché, ayant prévariqué, ont été enfermés dans des corps de matière en sanction de leur faute. Donc chez Martinez, on retrouve deux thèmes classiques de chez Origène, la préexistence des âmes et la création du monde et l'enfermement dans la matière comme une conséquence du péché originel. Thèses qui ont été condamnées en 553 lors du second concile de Constantinople, le cinquième œcuménique, à la demande de l'empereur Justinien, fait l'objet de 15 thèses, 15 anathématismes, qui, lorsqu'on les lit, donnent l'impression qu'on est face à un résumé, à une traduction de la doctrine de la réintégration de Martinez de Pasqualini. Et pour confirmer cette intuition, Jean-Baptiste Villarmoz, qui connaissait bien sa religion, et dont on sait, puisqu'il y a des exemplaires des œuvres d'Origène non censurées, éditées par Érasme, qui sont à Lyon, à la bibliothèque de Lyon, éditées au XVIIe siècle, qui ont été présentes à Lyon à l'époque de Villarmoz. Faisant dire à Villarmoz, l'Église, jusqu'au VIe siècle, a connu certaines vérités, mais qu'elle a perdues aujourd'hui, vérités oubliées, qu'elle considère même et qu'elle désigne comme des erreurs et des hérésies. VIe siècle. Tout le monde s'est demandé qu'est-ce que Villarmoz pouvait bien désigner par VIe siècle. Il le dit dans une instruction officielle du régime écossais rectifié, pour un grade de l'ordre intérieur. Il le dit dans sa correspondance, il le redit dans les instructions à son fils, ça fait beaucoup de points de repère. VIe siècle, 553, milieu du VIe siècle, second concile de Constantinople, condamnation des thèses d'Origène. Voilà pour les sources. Pour ce qui concerne la vie de Martinez de Pasquali, à partir de son installation à Bordeaux, on peut dire que, se mariant, les conditions sont requises pour un développement réel de l'ordre qu'il désigne, là cette fois-ci, selon la dénomination définitive, Ordre des chevaliers maçons et Lucoènes de l'univers. De Bordeaux, il va installer plusieurs temples en France et domicilie l'instance dirigeante de cet ordre à Versailles, cette instance s'appelant le tribunal souverain, dont Jean-Baptiste Villarmoz va faire partie en tant qu'inspecteur général de tous les temples des élus Cohen. Entre 1767 et la date de son départ à Port-au-Prince,
on voit un Martinez de Pasquali embringué dans des querelles, des procès, des guerres, des conflits, trahi par certains de ses proches, voire même des substituts. Les substituts, c'est le numéro 2 chez les élus Cohen. Trahi, Bonichon du Guerre, etc., qui lui font des procès, souffrant de manque d'argent, toujours impliqué, y compris dans des intrigues. Il va chercher la croix de Saint-Louis pour certains de ses... C'est une vie quand même, on pourrait dire, au minimum, troublée, agitée, contrastée entre la valeur de l'enseignement, la dimension extraordinaire, et la réalité humaine d'un homme pris par des contradictions multiples et qui a du mal à gérer sa vie, au point d'ailleurs que c'est la menace d'un procès qui le fait quitter Bordeaux précipitamment en mai 1772. Pourquoi? Parce que il est dénoncé comme hérétique, mauvais catholique, et à l'époque on ne plaisantait pas avec ce genre de sujet, et sans doute le prétexte d'aller chercher un héritage qui pourrait lui amener une fortune dans les îles, et peut-être une manière de discrètement partir et quitter la France. Il se retrouve à Saint-Domingue, où il reconstitue tant bien que mal son ordre, s'entoure de disciples, et va quitter ce monde. Et on retrouve la raison de l'allusion symbolique au Christ au tout début de cette présentation, dans la dernière lettre qu'il envoie à Jean-Baptiste Villermoz, datée de septembre 1774. Il lui dit ceci, lettre qui va arriver à Lyon après qu'il ait quitté ce monde, et que lira Jean-Baptiste Villermoz devant les frères réunis dans le temple. Monsieur, je vous écris alors que je suis avec de la fièvre, un clou planté dans la jambe droite et dans la main gauche. Une image chrétienne extraordinaire. Je ne peux poursuivre plus avant cette lettre présentée, et il termine. Que Dieu, vous et vos disciples, vous ait toujours en sa digne et sainte garde pour l'éternité. Amen, amen, amen. Et il quitte ce monde par ces dernières paroles délivrées à Jean-Baptiste Villermoz et à ses disciples. Que ceux qui ont des oreilles entendent.